Pas très professionnel, désolé, mais Pas grave. batterie. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, ça Voilà. filme? Ok. Parfait. Alors, est-ce que tu as déjà participé à une émission de télé? Oui. Est-ce que tu aimes débattre? Ah, beaucoup, oui. Est-ce que tu as de la répartie? Oui, peut-être trop parfois, mais oui. Merci. Quelles sont les 5 choses qui t'énervent le plus dans la vie? Le mensonge, la médiocrité, la bêtise, l'arrogance et l'avidité. Sur quel sujet es-tu imbattable? La politique, Oui, l'économie, oui, la télévision, oui, l'écologie, moyen. le droit. Bon, ah oui, c'est bon. Un autre sujet? La philosophie, les processus de pensée, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Par exemple, quand je vois un homme politique lors d'un débat, je suis toujours effaré de constater, par exemple, qu'il n'y a pas de perception systémique de sa problématique. Donc c'est vraiment ciblé à des petits problèmes locaux. Ça m'énerve de voir qu'ils n'ont pas cette capacité. Je fais par exemple Elio Di Rupo qui disait on peut par exemple faire des transports en commun gratuits et Charles Michel qui était là en train de rigoler en bon mec de droite, etc. Non, il faut expliquer aux gens pourquoi les transports en commun et les soins peuvent être gratuits si on taxe correctement les grosses sociétés qui font de l'évasion fiscale. Exemple, Kering en France qui évade 2,5 milliards par an. Ce sont des processus, on n'explique pas aux gens la réalité des processus financiers ou économiques. Ok, top. Est-ce que tu es membre d'une association? Non. Non, je suis totalement indépendant. Sur quel sujet aimes-tu le plus débattre? La société et donc essentiellement amener les gens à réfléchir, à comparer, à aller au-delà de l'information qu'on leur donne. Par exemple, quand j'ai réalisé que les médias belges étaient tous verrouillés politiquement, comme la presse par exemple, ça change la manière d'appréhender et le média, et le débat, et la personne que l'on a en face de soi. C'est ce qui me fait le plus souffrir, je trouve. C'est Ok. vraiment ça. On va faire un pour ou contre. Ok. La violence, Contre. les maltraitances faites aux femmes. Pardon, là? Maltraitances faites aux femmes. Ah, c'est totalement contre, hein, vraiment. La maltraitance faite aux animaux. Totalement contre. Le respect de l'écologie et de l'environnement. Totalement pour. Le respect des personnes âgées. Tout à fait pour. Le mariage pour tous. Tout à fait pour. Aider les SDF. C'est même pas aider, c'est qu'il faudrait absolument agir. C'est hallucinant. L'égalité des salaires hommes-femmes. Ça, c'est une absurdité. On a des ministres comme Loreton Collings ou Joël Miquet qui ont quand même des postes assez importants et des ministères où ils pouvaient vraiment agir. Et on constate toujours qu'il y a une différence homme-femme dans les salaires. C'est hallucinant. On est en 2019, ça fait plus de 10 ans qu'on en parle, c'est une absurdité. Tu es pour l'égalité. Bien sûr, total. Donner ton avis sur des affaires judiciaires. Oui, bien sûr, oui, oui. Maintenant, je vais te poser quelques questions de mise en situation. C'est juste pour voir la manière à laquelle tu réponds à ces questions. Tu es dans un bar avec 3 amis et vous décidez d'acheter un ticket de l'euro-million. Toi, tu es au chômage. Moi, je vais pas te filmer. Toi, tu es au chômage. Tes amis, eux, ils ont une très bonne situation. En partant du bar, c'est toi qui gardes le ticket et tu as la tâche de vérifier les numéros. Le soir venu, donc tu es devant ta télé, tu regardes les numéros et ce sont les numéros gagnants. Vous remportez 10 000 euros. Tes amis ne le savent pas puisqu'ils n'ont pas noté ces numéros. Ils te font confiance, ils ne connaissent pas les numéros par cœur. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne dis rien à tes amis, tu vas chercher l'argent, tu le gardes pour toi. Surtout que toi tu en as besoin, pas eux. Tu en parles à tes amis et vous partagez la somme. Finalement, il ne te restera plus grand chose des 10 000 euros, partagés à 3. Tu jettes le ticket à la poubelle pour pas créer de conflit. Ou tu avoues à tes amis vouloir garder l'argent et tu rentres dans un débat. Non, moi je pense qu'à partir du moment où on a acheté le ticket à 3, je les appelle et on divise la somme par 3. Et pour la situation de chômage, moi je travaille depuis mes 17 ans, je n'ai jamais été au chômage. C'est très difficile, j'ai un frère qui a été au chômage, donc je peux comprendre sa réalité.
Mais si c'était une situation de chômage, elle ne serait que temporaire de toute manière, je pense. Ok. Mais moi, je pense que c'est une question de valeur, de réputation et de qualité des relations qu'on a avec les gens. Donc ça veut dire, moi, je serais déjà très content de gagner 3 500 €. Voilà. Ok. Un vieux monsieur devant toi fait tomber un billet de 100 € par terre. Il est âgé, il boite. Autour de toi, il n'y a personne, pas un chat. Le monsieur est déjà très très loin, au bout de la rue. Et toi, tu es très très en retard à un entretien d'embauche que tu attends depuis des mois. Que fais-tu? Tu décides de récupérer le billet, de le mettre dans ta poche. Tu récupères le billet, tu cours le donner au vieux monsieur et tu risques d'être en retard à ton embauche et pas te faire engager. Ou tu dis rien, tu laisses le billet par terre. Non, je trace, je prends le billet, je fonce, je lui donne et je cours pour être le plus vite à mon rendez-vous. Ok. Ensuite, un homme dans la rue en scooter fait tomber une vieille dame en passant trop près d'elle. Tu te rends compte que ce monsieur, en fait, c'est ton frère. Qu'est-ce que tu fais? Tu cours pour le rattraper et le dénoncer. Tu vas vite auprès de la vieille dame pour s'assurer qu'elle va bien. Tu laisses les autres passants s'en occuper et tu continues ton chemin sans rien dire. Ou tu appelles la police mais tu restes en retrait. Non, moi je pense, et je l'ai toujours dit, que ce soit un frère ou une sœur ou peu importe, si une personne commet un délit, il faut absolument agir. Donc ce qui va compter, c'est la santé de cette personne. Et si mon frère est coupable de s'être mal conduit, il devra en payer le prix. Il n'y a pas de raison. Et même si j'avais été dans la police, j'aurais agi de la même manière. Donc les passe-droits familiaux, c'est quelque chose que je ne ferai jamais. D'accord. Donc, un exemple, c'est une mère qui va protéger son fils parce qu'il a tué quelqu'un. C'est quelque chose que je ne pourrai jamais faire. J'assume mes actes dans ma vie, j'ai toujours fait, ça n'a pas toujours été facile parce que c'était parfois des situations qu'on n'a pas contrôlées, mais là il n'y a rien à faire. Et donc tu appelles la police et tu restes en retrait? Non, je reste pas en retrait. Tu appelles la police et tu vas l'aider? Je vais aider la personne et Ok. et si c'est mon frère, je vais l'identifier et je connais son scooter, voilà. Ok. Tu es dans un abribus, il est 23h, tu rentres du boulot, tu es très fatigué. Tu attends depuis 20 minutes déjà ton bus. Tu aperçois au loin une jeune fille en train de se faire agresser par 4 mecs, alcoolisés. Ces derniers, ils demandent à la jeune fille de retirer son haut et son bas. Elle est paniquée, elle essaie de s'enfuir, mais elle n'y arrive pas. D'un coup, toi, tu vas pour la voir, c'est que ton bus arrive. Que fais-tu? Tu montes dans le bus parce que tu l'attends déjà depuis 20 minutes. Si tu le rates, le prochain est dans 40 minutes. Tu cours auprès de la jeune femme pour lui parler, tant pis, tu rates ton bus. Tu prendras le suivant dans 40 minutes. Tu montes dans le bus et tu appelles la police. Ou tu demandes au chauffeur d'arrêter le bus. Je demande au chauffeur d'arrêter le bus, mais préalablement j'appelle la police en urgence en demandant à une patrouille de venir immédiatement intervenir pour la protéger, parce que la réalité c'est que 1 contre 4 ça marche dans les films américains. Dans la réalité on peut y perdre la vie et donc il faut que j'arrive à protéger la vie de la personne et à être actif et arriver à un résultat qui satisfasse tout le monde, c'est-à-dire la protéger. Pour ça, le bus s'arrête, il y a des gens, il y a le conducteur, et ça permet d'attendre la police et de faire pression sur les quatre personnes. Mais j'appelle la police directement. Tu es dans une salle d'attente chez le médecin, la salle est pleine à craquer, tu viens à peine d'arriver et tu dois attendre des heures. 3 heures après, le dernier patient avant toi vient de passer. D'un coup arrive une famille, des 4 enfants, les 4 enfants sont malades, crient, se jettent par terre parce qu'ils sont malades. Et le médecin arrive et vous dit, messieurs, dames, il est 20h, je ne peux pas laisser passer tout le monde, je prends donc un seul dernier client, je ne peux pas faire autrement, je dois fermer mon cabinet. Le père de famille te demande gentiment s'il peut y aller lui avec ses enfants, et tant pis pour toi, parce que ses enfants sont malades, et il ne s'en sort pas. Que fais-tu? Tu ne veux rien savoir, c'est ton tour, tu passes. Tu laisses quand même passer la famille, tu rentres chez toi et tu auras attendu plus de 3 heures pour rien, ou tu t'énerves de la situation, tu t'énerves contre le médecin, tu t'énerves contre la famille, mais tu le laisses quand même passer, tu rentres chez toi. Non, le problème, c'est pas ça. C'est d'abord, j'ai pas 3 heures à attendre pour aller chez le médecin parce que je suis indépendant, j'ai très peu de temps. C'est la gravité de ma maladie et la gravité de leur maladie. C'est-à-dire que s'ils peuvent attendre que la situation n'est pas grave et que ma situation est grave, je vais essayer de négocier avec le médecin pour que lui choisisse la personne qui est le plus en besoin. Si malheureusement il choisit la famille, je vais râler, mais alors il faudra qu'il me redonne un rendez-vous rapide le plus vite possible. Ok. Tu es invité à un anniversaire d'un ami, vous décidez de lui acheter un cadeau commun qui coûte 100 €. Vous êtes 10 à mettre de l'argent dans une enveloppe, sauf 2 personnes qui mettent 15 €. Toi, tu es la dernière personne qui est chargée de récupérer l'enveloppe, mais avant de mettre les 10 €, tu vérifies quand même l'argent qu'il y a dans l'enveloppe et finalement tu te rends compte qu'il y a déjà la somme souhaitée, il y a déjà les 100 €. Que fais-tu? Est-ce que tu fermes l'enveloppe sans mettre ton argent, puisque finalement le compte y est, tu rajoutes quand même les 10 €, donc ton ami aura plus que la somme nécessaire,
ou tu demandes aux deux personnes qui ont mis 15 € de finalement en mettre que 10. Non, Je rajoute un détail, Ouais. le jour de ton anniversaire, toi, il manquait 10 € dans ton enveloppe. Oui, non, alors ça c'est malheureusement la mesquinerie humaine, mais c'est un anniversaire, c'est un ami. On l'a dit qu'on mettait 10 €, il y en a qui ont mis 15 €, il aura un cadeau plus important. C'est ce qui compte, quoi. Et très souvent, même dans des situations où j'ai connu des périodes financières beaucoup plus dures, j'ai toujours voulu participer pour les restos ou les cadeaux de manière normale. C'est pas un élément qui joue pour moi. Je suis pas quelqu'un qui est matérialiste au point de devenir radin ou de devenir hyper contrôlant sur la circulation de l'argent. J'en ai, je le partage. Ok, avant-dernière question. Un voisin que tu connais seulement de vue te prête sa dernière voiture pour l'essayer. C'est une très très belle voiture, neuve. Tu vas faire un tour tout seul avec, tu reviens et en te garant, tu la rayes. Là, tu rayes la porte arrière, la portière arrière. Tu sais que ton ami ne le verra que demain matin en partant, enfin ton voisin ne le verra que le lendemain matin en partant travailler. La voiture elle est garée dans un garage sombre et il y a des deux voitures des deux côtés. Que fais-tu? Tu vas directement prévenir ton voisin, t'excuser et lui proposer de la réparer. Tu ne dis rien, ça peut être une des deux voitures d'à côté. Ou tu dis à ton voisin qu'en descendant, la voiture était déjà rayée. Non, non, si c'est moi qui l'ai rayé, je lui dis pour la simple et bonne raison que normalement c'est une voiture neuve, il a une Omnium avec une franchise. Si la réparation bien sûr est en dessous de la franchise, c'est pour moi. Et je vais m'arranger avec des amis carrossiers que j'ai pour la lui faire réparer dans les règles de l'art. Mais ça c'est non, parce que ça m'est déjà arrivé. On m'a déjà gratté mes voitures abîmées. Et j'ai finalement identifié la personne qui l'avait fait. Et c'est vraiment, moi je suis un passionné d'automobile et de voitures, et c'est vraiment un crève-cœur quand on voit une voiture qu'on aime qui est abîmée et qu'on ne sait pas qui l'a fait. Non, non, Okay. moi je le dis directement. Dernière question. Tu es debout dans le bus. En face de toi, deux personnes qui discutent, deux jeunes. Une vieille dame arrive et personne ne lui laisse sa place. Tu demandes alors gentiment aux jeunes de laisser la place à la vieille dame qui ne veulent pas, qui t'envoient chier. Que fais-tu? Tu ne dis rien, tu observes malgré toi. Tu les prends par la main, tu les bouscules violemment pour qu'ils se poussent. Ou tu demandes au chauffeur d'arrêter le bus. Alors ça c'est très compliqué parce que dans la réalité, ça m'est déjà arrivé une fois, et c'était une fille qui était extrêmement agressée avec une personne âgée. Et la difficulté, c'est d'arriver à intervenir pour que tout le monde trouve son compte. Alors moi, ce que je ferais, c'est agir avec beaucoup de gentillesse. Si je suis assis, je cède ma place. Si je suis debout, de leur dire si gentiment l'un des deux pourrait laisser sa place pour cette personne âgée, que ce serait vraiment un beau geste et que ce serait très gentil. Et s'ils te disent non? S'ils me disent non, c'est indiqué sur des petits stickers dans les bus qu'il faut laisser certaines places aux personnes enceintes et aux personnes âgées. Je vais voir le bus et je pense qu'ils ont des équipes d'intervention sécurité à la STIB qui peuvent être appelées et venir sur place. C'est évidemment à éviter, mais s'ils refusent, c'est ce que je ferais. Ok. Et dernière petite question, là ça concerne plus la justice. Selon toi, à quoi peut servir la prison? En un mot. Je dirais en règle générale à rien, si ce n'est à détruire encore plus l'individu, dont à peu près 60 à 70% des personnes qui sont en prison le sont par déterminisme de milieu, par déterminisme social, par manque d'éducation, incompétence de compréhension des phénomènes et des cycles sociaux, souffrance qui dépasse totalement leur raison et qui les pousse à commettre des actes qu'ils ne comprennent même pas eux-mêmes. Donc je pense que dans la prison, il y a bien au moins la moitié des personnes qui pourraient en sortir. Il faudrait mettre un système au point. Je pense qu'il doit rester une trentaine de pourcents de gens réellement pervers, réellement violents, réellement dangereux, et pour lesquels on ne peut pas imaginer un autre traitement que l'enfermement, mais alors il faut aussi les traiter. Et je pense à Abba Mohamed, qui est quand même mort jeune, et qui était un cas de violence tournée vers lui-même et vers les autres, et qui était d'abord une personne qui souffrait. Et on constate d'ailleurs un glissement. C'est par exemple en France, des personnes qui relèvent de l'incarcération psychiatrique sont mis dans le système pénal, en prison, et ce n'est pas du tout leur place. Donc je pense que la prison ne devrait pas exister. Elle existe malheureusement à cause de ce qu'est la société humaine. Mais beaucoup de cas peuvent être corrigés. Ok. Es-tu pour ou contre la remise de peine? Ça dépend pourquoi. Ça dépend dans quel cas. Ça dépend avec quel diagnostic psychologique et légal. Et de voir si la personne peut être réinsérée. Alors, remise de peine, oui, mais avec suffisamment de moyens pour que la justice puisse faire un véritable suivi. Ok. Qu'attends-tu de la justice?
qu'elle fasse un travail de qualité avec un nombre suffisant de personnel, et ça c'est un problème actuel que la justice rencontre, qu'elle soit neutre et objective et non pas politisée comme ça peut se passer en France, ici encore ça va, et qu'elle puisse évaluer vraiment la situation d'un individu par rapport à son vécu, à sa situation financière, à son vécu psychologique, qu'on a connu une véritable approche humaine, ce qu'on est en train de détruire à tous les niveaux actuellement. Que penses-tu de la libération conditionnelle de Michel Martin? Alors, ça qui est sorti au bout de 8 ans au lieu de 3. Alors, le problème de Michel Martin, ça pose la question de la rédemption. C'est-à-dire, j'ai vu un jour un reportage sur un mafieux des cartels mexicains qui commettent des crimes absolument atroces et qui un jour a réalisé que ce qu'il faisait, c'était le mal absolu. Et il a quitté ce cartel, il était donc filmé masqué, etc., avec la voix transformée. Et il a complètement changé de vie, d'endroit de vie, et l'humanité l'a retouché. Donc ce type qui était un meurtrier, un assassin, est redevenu un être humain. Donc ça pose la question de la rédemption, mais tout ça, et on n'en parle d'ailleurs pas assez dans la presse, c'est vraiment quel est le profil psychologique de l'individu. Quelles sont les évaluations faites par des experts qui ont été faites et confrontés pour savoir si c'est un pervers. C'est un pervers irrécupérable, il doit être enfermé en permanence et soigné au niveau psychiatrique. Je prends l'exemple d'un cannibale qui est un cannibale allemand en 2001 qui a tué un Allemand de 39 ans et qui l'a consommé, qui a filmé la scène, etc. Et qui est rentré en thérapie dans la prison en Allemagne, qui ne mange plus de viande. Donc ça veut dire qu'il a vraiment fait un travail sur lui-même pour comprendre la portée de ses actes, et lui a pu évoluer et changer. Donc la rédemption existe, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et on n'insiste jamais dans les émissions télé ou au journal télévisé sur l'aspect de l'évaluation psychologique, psychiatrique de l'individu. Ok, dernière question. Es-tu pour ou contre la légalisation du cannabis? Moi je suis contre, parce que je vois les dégâts chez les jeunes que je croise, qui sont des gens qui n'arrivent pas à se lever, qui n'arrivent pas à bosser, qui se shootent avec le cannabis pour être juste plus cool et décontracté. Et je pense, j'ai connu un cas où le cannabis a amené à l'héroïne. Donc c'est aussi une porte ouverte vers l'utilisation des drogues. Voilà, je pense peut-être pour le cannabis médical quand il n'y a pas d'autres solutions, mais moi je suis